veille de son arrivée, elle ne dort presque pas. Elle médite en silence, prépare son esprit comme d'autres aiguisent une lance. Elle sait qu'à Luanda, tout se jouera avant même qu'elle ouvre la bouche. Lorsqu'elle atteint enfin le fort portail. Bienvenue sous le baobab. Je suis le griot des temps modernes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Nzinga, la reine que personne n'a su arrêter. Ça commence maintenant. On dit qu'un royaume reconnaît parfois son futur souverain, bien avant qu'une couronne n'effleure un front. Pour Nzinga, les signes apparaissent dès l'enfance, non dans une prophétie ou un rêve, mais dans une manière singulière d'observer le monde. Dès qu'elle ouvre les yeux, les anciens remarquent que son regard ne suit pas seulement les mouvements, il cherche l'intention derrière chaque geste. Cette intensité dérange presque. Là où les autres enfants rient ou pleurent, elle scrute. Elle semble pressentir que les réponses faciles sont des pièges, que le langage des adultes n'est jamais transparent. Dans la cour du palais, on la voit souvent assise sur une marche de pierre, les genoux contre elle, fixant les entraînements militaires. Les enfants de son âge imitant les soldats en riant, essayant de manipuler des lances de bois pour impressionner. Elle, non. Elle observe l'ancrage des pieds, l'angle des épaules, la rotation du poignet avant le lancer. Elle comprend les mécanismes avant même de les essayer. Un jour, un maître d'armes, amusé, lui tend une lance miniature. Elle la saisit sans hésiter et reproduit un mouvement si précis que le rire du maître s'éteint aussitôt. Il ne dit rien, mais son regard change. On ne se trompe pas sur l'instinct. Dans les couloirs du palais, Nzinga développe une autre capacité. Écouter ce qu'on ne dit pas pour elle. Les discussions des conseillers, les plaintes des servantes, les préoccupations des chefs de province, les dialogues furtifs entre soldats. Elle absorbe tout. Elle retient ce qu'elle comprend et cherche à décoder le reste auprès des anciens et des sages, posant des questions qui déstabilisent par leur maturité. Car Nzinga ne se contente jamais du premier pourquoi. Elle cherche le pourquoi du pourquoi, la cause derrière la cause, la ligne invisible qui relie les faits. Certains y voient de l'insolence, d'autres de la curiosité excessive. Son père, lui, y voit une intelligence rare, presque trop lourde pour une enfant. Un matin, il la surprend penchée sur une carte du royaume. Elle trace du doigt les frontières, les rivières, les zones de tension. Il lui demande ce qu'elle cherche. Les endroits par où notre royaume respire et ceux par où il peut saigner, répond-elle simplement. Il ne sourit pas, il comprend. Hors des murs du palais, Nzinga n'est pas moins indocile. Elle explore les ateliers des forgerons, interroge les chasseurs sur les mouvements du gibier, écoute les récits des captifs rachetés comme si chaque parole était une pièce d'un puzzle qu'elle seule peut assembler. Elle apprend que le pouvoir ne réside pas seulement dans les symboles royaux, mais dans la compréhension intime de la vie de ceux qu'on gouverne. Même les animaux perçoivent en elle une énergie différente. Les chevaux indisciplinés s'apaisent sous sa main. Les chiens de garde la laissent passer sans grogner. Certains anciens y voient un signe. La nature, disent-ils, reconnaît parfois ceux qui marcheront devant les autres. Mais ce qui la distingue plus encore que son intelligence, c'est sa capacité à refuser. À 8 ans, on l'invite à participer aux jeux réservés aux enfants nobles. Entraînement symbolique aux futures responsabilités. Elle refuse. Une servante lui demande pourquoi. Parce qu'on n'apprend rien des jeux qui nous maintiennent à la place qu'on nous donne. Et quand on lui demande quelle place elle veut, elle répond « Celle que je me construirai moi-même ». Cette phrase circule dans tout le palais, avant la tombée du jour. Certains sourient, d'autres s'inquiètent. Personne ne reste indifférent. Son enfance n'a rien d'insouciant. Elle avance comme une lame qu'on aiguise sans relâche, patiente, froide, disciplinée. Et même ceux qui ne la croisent jamais ressentent cette tension légère dans l'air, cette présence qui semble annoncer quelque chose de plus grand. Car une évidence s'impose déjà, avant même qu'elle n'entre dans l'adolescence. Nzinga n'est pas née pour suivre la marche. Elle est née pour ouvrir le chemin, même si personne ne le sait encore. Une enfant indocile, oui, mais surtout une destinée en formation, prête à bouleverser tout ce qu'elle touche. Le palais d'Undongo n'a jamais été un lieu tranquille, mais avec l'adolescence de Nzinga, quelque chose change dans l'air. Une vibration légère mais constante, comme si sa simple présence déplaçait les lignes invisibles de l'autorité. Elle ne cherche pourtant pas à provoquer, elle se contente d'être là, attentive, lucide, silencieuse. Mais ce silence-là dérange plus que les discours des généraux. Lors des conseils, elle reste debout derrière son père, les mains croisées, le regard fixe. Elle ne prononce pas un mot, mais les conseillers sentent qu'elle comprend tout. Les alliances cachées, les mensonges polis, les stratégies bancales. Certains ajustent leurs propos lorsqu'elle entre dans la salle. D'autres détournent les yeux, comme si son regard risquait de voir ce qu'ils tentent d'enterrer. À mesure qu'elle grandit, la cour réalise qu'elle ne ressemble à aucune princesse que le royaume ait connue. Elle ne recherche ni les parures ni les flatteries. Elle préfère les discussions tardives avec les scribes, les entrevues discrètes avec les éclaireurs, les échanges avec les servantes les plus âgées. Rien n'est insignifiant pour elle. Un mot glissé dans un couloir vaut autant qu'une décision royale. Elle apprend que le pouvoir ne se tient pas seulement dans le trône, mais dans les chuchotements. Et ces chuchotements, elle les entend tous. Cette lucidité dérange. Certains nobles commencent à murmurer qu'elle voit trop, qu'elle comprend trop, qu'une femme dotée d'un tel esprit n'est pas un don, mais une menace. Les épouses du roi, jalouses de l'attention qu'il lui porte, alimentent les rumeurs. Les généraux, piqués dans leur orgueil, s'irritent qu'elle saisisse en quelques minutes ce qu'ils mettent des années à analyser. Nzinga le sait, mais cela ne la trouble pas. Elle avance avec la précision d'une lame. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche la vérité. Et la vérité, souvent, fait trembler les murs d'un palais. Un soir, le roi la surprend encore une fois à étudier les rapports militaires, penchée sur une table où s'accumulent les parchemins. Elle ne prend pas la posture d'une enfant curieuse, mais celle d'une analyste méthodique. Le roi s'approche et lui demande ce qu'elle espère trouver, ce que les autres refusent de voir, répond-elle sans détourner les yeux. Elle parle comme quelqu'un qui a déjà compris que le royaume chancelle, non à cause d'un ennemi extérieur, mais parce que certains piliers internes sont creusés par l'orgueil, la paresse ou la peur.
Le roi reconnaît dans sa voix une maturité trop lourde pour son âge, mais nécessaire. Une maturité qui pourrait sauver un royaume, ou inquiéter ceux qui tiennent au statu quo. Un événement confirme ces tensions. Lors d'un grand conseil, un général conteste violemment une décision royale. La salle s'emballe, les arguments fusent, les accusations montent, l'autorité du roi vacille un instant. Alors, Nzinga avance d'un pas, un seul, mais ce pas suffit à geler les voix. Elle fixe le général et d'un ton posé, l'interroge sur les rapports contradictoires de ses propres éclaireurs. Elle ne l'attaque pas, elle l'oblige à s'expliquer. Et dans cette salle pleine d'hommes aguerris, le seul son qu'on entend est celui de sa respiration troublée. Ce jour-là, Nzinga ne gagne pas un combat, elle impose une vérité. Personne ne pourra plus jamais la réduire à une simple présence décorative. Mais cette vérité a un prix. À partir de ce moment, les intrigues s'intensifient. Certains courtisans manœuvrent pour la discréditer. Des alliances se forment contre elle dans l'ombre. On cherche à la tenir éloignée des affaires du royaume, à la distraire par des obligations frivoles. Elle refuse poliment, comme toujours, mais chacun de ses refus est une affirmation supplémentaire. Elle ne se laissera pas ranger dans un rôle qui n'est pas le sien. Le palais commence alors à comprendre que Nzinga n'est pas une étoile passagère. Elle est une force en ascension, une force que rien ne semble pouvoir freiner. Et tandis que les tensions internes se densifient, une intuition se fait jour dans le regard de ceux qui l'observent. Cette jeune fille n'a pas été façonnée pour suivre les chemins tracés. Elle avance déjà vers quelque chose de plus grand, de plus dur, de plus dangereux, quelque chose que le palais n'est pas prêt à affronter. Car Nzinga n'est pas née pour s'incliner. Elle est née pour déstabiliser l'ordre, pour questionner le pouvoir, pour réinventer sa forme. Et même si personne n'ose encore le dire, tous le pensent. Un jour, le royaume tout entier aura à se mesurer à la hauteur de cette femme. Il y a des menaces qui arrivent en criant, et d'autres qui s'installent en silence, par petites touches, comme une ombre qui s'étire sans qu'on s'en aperçoive. L'arrivée des Portugais sur les côtes du Ndongo appartient à cette deuxième catégorie. Au début, ce ne sont que des rumeurs. Des pêcheurs racontent avoir vu des bateaux immenses, des marchands évoquent des hommes à la peau claire portant des armes dont le bruit terrorise les animaux. Puis viennent les premiers récits de villages capturés, de familles dispersées, d'hommes enchaînés pour être emmenés vers des rivages qu'on dit hostiles. Au palais, certains minimisent, prétendant qu'il s'agit de conflits isolés. Mais Nzinga écoute attentivement les messagers, les survivants, les éclaireurs qui reviennent avec des yeux fatigués et des voix éteintes. Elle comprend avant tout le monde que ce qui approche n'est pas une simple incursion étrangère, mais un bouleversement profond. Le roi Ngola Kilwanje réunit le conseil. Les discussions sont tendues, les avis se heurtent. Certains nobles veulent croire que les étrangers cherchent seulement à commercer. D'autres, plus lucides, reconnaissent que les razzias se multiplient et que les Portugais avancent méthodiquement, fort après fort, village après village. Nzinga, silencieuse comme toujours, observe chaque réaction. Elle voit les hésitations, les calculs personnels, les peurs mal dissimulées. Elle comprend que l'ennemi extérieur n'est rien comparé à l'ennemi intérieur. La naïveté, la division, l'orgueil de ceux qui pensent encore que le Ndongo est intouchable. Un soir, alors qu'elle marche dans les jardins du palais, elle rejoint son père. Il a le visage de quelqu'un qui porte trop de secrets. « Ils ne viennent pas pour un accord », dit-elle calmement. « Ils viennent pour prendre. » Le roi ne répond pas immédiatement, puis il lâche. « Oui. » Et ceux qui viennent pour prendre ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Les tensions s'amplifient. Les Portugais installent des alliances avec certains chefs locaux désireux d'obtenir armes ou faveurs. Ils exploitent chaque rivalité, encouragent chaque fracture interne. Les éclaireurs rapportent que certains villages se tournent déjà vers eux pour obtenir protection contre d'autres tribus. Ce n'est plus une invasion, c'est une toile qui se tisse. Nzinga comprend la logique du piège. Ce n'est pas seulement une attaque militaire, c'est une stratégie d'érosion, de corruption, d'enracinement. Elle analyse les cartes, relie les informations, perçoit les tendances comme d'autres lisent un ruisseau. Elle voit que le royaume respire encore, mais qu'il commence peu à peu à saigner. Dans les couloirs du palais, les murmures se multiplient. La peur se propage comme une poudre invisible. Les messagers n'arrivent plus aussi vite. Les soldats reviennent blessés, parfois brisés. Les anciens répètent que le pays n'a jamais connu une telle menace. Et au milieu de ce chaos qui grandit chaque jour, Nzinga reste droite. Ce n'est pas qu'elle n'a pas peur, c'est qu'elle voit déjà ce que la plupart refusent d'admettre. Le Ndongo entre dans une période où seule une lucidité froide permettra de résister. Un soir, elle observe un groupe de conseillers débattre, incapables de s'entendre. L'un minimise les attaques, un autre accuse les tribus voisines, un troisième parle d'une phase passagère. Elle comprend alors l'essentiel. Le danger ne vient pas de ce que les Portugais font, mais de ce que le Ndongo ne voit pas. Elle devine que le royaume s'enfonce dans une zone où la faiblesse intérieure ouvre la porte à la domination extérieure. Et dans son regard, désormais, il n'y a plus seulement la curiosité de l'enfant, ni la lucidité de l'adolescente, mais une inquiétude brûlante. Quelque chose se prépare. Quelque chose de vaste, de sombre, de calculé. Le Ndongo tremble, mais n'écoute pas encore. Les Portugais avancent, mais n'ont pas encore révélé toute leur ambition. Nzinga, elle, sent que le temps de l'innocence touche à sa fin. L'équilibre du royaume vacille, et avec lui, tout ce qu'elle a connu jusque-là. Ce n'est plus un monde tranquille qui s'ouvre devant elle, mais un champ de force où seule la clairvoyance permettra de survivre. Sans le savoir encore, elle se tient à la frontière de ce qui fera d'elle non plus seulement une princesse brillante, mais l'esprit éveillé d'un peuple en danger. La tension dans le royaume monte comme une chaleur lourde avant l'orage. Les razzias portugaises s'intensifient, les alliances locales se fissurent, et le roi voit son autorité se fragiliser chaque jour. Les négociateurs envoyés à Luanda reviennent humiliés, incapables d'obtenir quoi que ce soit. Les Portugais traitent le Ndongo comme un royaume affaibli, presque secondaire. Alors, un soir, après un conseil particulièrement houleux, le roi fait appeler Nzinga. Elle entre, calme comme toujours, mais l'air lui-même semble changer à mesure qu'elle s'approche du trône. Le roi ne tourne pas autour du sujet. « Je veux que tu partes à Luanda, toi. » Elle ne s'étonne pas, ne s'effraie pas. « Quand dois-je partir ?»
demande-t-elle, comme si l'évidence était déjà tracée dans son esprit. Le roi la regarde longtemps avant de répondre, avec ce mélange de fierté et d'inquiétude qu'un père ressent devant une enfant plus grande que son époque. À l'aube. Mais sache que ce voyage sera une bataille sans armes. Elle incline la tête. C'est celle-là que je gagne le mieux. Le voyage est long et éprouvant. Nzinga traverse des villages dévastés, voit les traces des chaînes sur les poignets des hommes libérés, entend les récits des mères ayant perdu leurs enfants. À chaque halte, elle questionne les anciens, les chasseurs, les rescapés. Non pour se lamenter, mais pour comprendre. Car elle sait déjà que la diplomatie n'est pas qu'une affaire de mots. C'est une affaire d'information, de psychologie, d'anticipation. La veille de son arrivée, elle ne dort presque pas. Elle médite en silence, prépare son esprit comme d'autres aiguisent une lance. Elle sait qu'à Luanda, tout se jouera avant même qu'elle ouvre la bouche. Lorsqu'elle atteint enfin le fort portugais, ses gardes la dévisagent. Une femme, une princesse, une envoyée. Ils ne s'y attendirent pas. Elle avance d'un pas sûr, sans arrogance, mais avec une présence qui impose le respect. On la laisse attendre longtemps, délibérément. Elle ne montre pas la moindre impatience. Elle reste droite, immobile, n'offrant aucune prise psychologique. Quand enfin les portes s'ouvrent, elle entre dans une vaste salle où le gouverneur l'attend, assis très haut sur un siège massif. Un seul siège dans la pièce. Le message est clair, elle doit rester debout, en contrebas. Pas un instant, elle ne se trouble. D'un geste presque imperceptible, elle appelle une de ses suivantes qui s'agenouille derrière elle et devient son siège. Nzinga s'assoit, droite, le regard à l'auteur du gouverneur. Le silence qui suit à la densité de la pierre. Le gouverneur tente un sourire, mais elle ne lui en offre aucun en retour. Elle vient de renverser la scène sans un mot. La négociation commence. Sa voix est calme, posée, mais dans chaque phrase, il y a un poids, une précision qui désarme. Elle évoque les villages détruits, les captifs enchaînés, les promesses bafouées. Elle connaît les faits mieux que les Portugais eux-mêmes. À chaque tentative du gouverneur pour minimiser, détourner, ironiser, Nzinga répond avec une logique froide qui l'oblige à revenir à la réalité. Rien ne l'énerve, rien ne la désoriente. Elle mène la discussion comme une stratège mène un combat, repérant les failles, utilisant chaque mot pour enfoncer un peu plus la lame. À la fin, elle obtient ce que nul n'avait réussi avant elle. La libération de captifs, la reconnaissance de certains territoires, et une promesse, même fragile, de cesser les raids. Les conseillers portugais, qui l'avaient d'abord regardée avec condescendance, la fixent maintenant avec prudence. Ils sentent que cette femme n'est pas une diplomate ordinaire. Elle est une force que leur empire n'a pas mesurée. Quand elle se lève pour partir, le gouverneur lui dit « Vous avez un talent rare ». Elle le regarde droit dans les yeux. « Je n'ai fait que défendre ce que vous pensiez déjà avoir conquis ». Elle quitte la salle comme elle y est entrée, souveraine sans couronne. Sur le chemin du retour, les visages s'illuminent. Les familles des captifs l'acclament, les soldats la saluent. Et lorsqu'elle franchit les portes du palais, son père comprend immédiatement que quelque chose a basculé. Elle n'est plus seulement la fille qui voit à travers les mensonges. Elle est celle qui impose le respect même à ceux qui ne respectent personne. Ce jour-là, le Ndongo découvre qu'il possède en son sein une arme que nul n'avait prévue. Une princesse au courage silencieux, capable de défier un empire sans lever la main. Et même si les tempêtes à venir seront terribles, une chose devient certaine. Désormais, Nzinga ne parle plus seulement au nom du royaume, elle en incarne déjà la dignité. Le retour de Nzinga au Ndongo a la saveur d'une victoire inattendue. Le peuple célèbre les captifs libérés, les familles se reforment, les cris de soulagement traversent les villages comme une pluie douce après une longue saison sèche. Le roi lui-même retrouve un instant la posture de souverain qu'il avait perdue sous le poids de l'inquiétude. Mais ce répit n'est qu'une parenthèse, une illusion brillante comme l'éclat d'une lame sous le soleil. Car ceux qui connaissent le jeu du pouvoir savent que les victoires arrachées à ceux qui ne respectent rien ne tiennent jamais longtemps. Nzinga le sait mieux que quiconque. Dès son retour, elle observe les mouvements portugais avec une attention glacée. Trop de silence dans leurs réponses, trop d'incohérence dans leurs patrouilles, trop d'allégresse dans leurs messagers. Elle comprend que l'accord n'a pas scellé la paix, il a seulement acheté du temps. Les rumeurs ne tardent pas à se confirmer. À peine quelques lunes se sont écoulées que les premiers raids recommencent. Discrets d'abord, puis assumés. Des villages pourtant protégés par l'accord sont attaqués. Des hommes disparaissent, des femmes sont traînées de force, des enfants vendus à des intermédiaires locaux. Les Portugais prétendent qu'il s'agit de bandits isolés. Mensonge évident. Ils n'ont jamais cessé leur avancée, ils l'ont simplement ralenti. Nzinga enrage intérieurement, non par impulsion, mais par lucidité. Elle avait vu venir cette trahison, mais le royaume n'était pas prêt à l'entendre. Et maintenant, la cour se divise dangereusement. Certains accusent les Portugais, d'autres accusent le roi. Quelques-uns, plus perfides, accusent Nzinga elle-même, prétendant qu'elle a été dupée, comme une enfant trop confiante. Elle ne répond à rien. Sa colère ne s'exprime pas par des mots, mais par une détermination qui devient presque palpable. La tension au palais atteint un niveau inquiétant. Le roi, affaibli par la pression et les murmures, commence à se laisser influencer par ceux qui voient en Nzinga une menace. Sa clairvoyance est interprétée comme de l'ambition. Sa réussite diplomatique devient, dans la bouche de certains courtisans, la preuve qu'elle cherche à prendre sa place. Nzinga ne cherche pourtant rien d'autre que la stabilité du royaume, mais les yeux du pouvoir, quand ils sont troublés, déforment tout. Un soir, lors d'une réunion agitée, son frère, devenu roi après la mort de leur père, se tourne brusquement vers elle avec une dureté qu'elle n'avait jamais vue.
« Tes succès nous ont coûté plus cher que nos défaites », lance-t-il d'une voix tremblante. Elle le fixe sans émotion. Si la vérité te dérange, ce n'est pas elle le problème. Ce simple échange fracture définitivement leur relation. Le roi, déjà instable, sombre dans la paranoïa et commence à prendre des décisions irréfléchies, guidé par la peur plus que par la raison. Les Portugais observent cette fissure avec l'œil d'un prédateur patient. Ils n'ont même plus besoin d'attaquer. Le royaume se déchire de l'intérieur. Ils attisent les rivalités, arment certains chefs locaux, promettent des avantages à ceux qui se détacheront du Ndongo. La toile qu'ils ont tissée devient un piège, dans lequel le royaume s'enfonce peu à peu. Nzinga voit ce que personne n'ose nommer. Le Ndongo n'est pas seulement en train de perdre du territoire, il est en train de perdre son unité. Et un royaume qui se fissure de l'intérieur offre toujours une victoire plus facile qu'une armée à affronter. Le point de rupture arrive brutalement. Un messager arrive au palais, haletant, couvert de poussière. Les Portugais ont lancé une grande attaque, reprenant des centaines de captifs, brûlant des villages entiers. Cette fois, ils ne se cachent même plus derrière des excuses. Le roi s'effondre dans la colère, accuse tout le monde, hurle contre les conseillers, maudit les Portugais, puis finit par se tourner vers Nzinga, avec un regard où se mêlent jalousie, incompréhension et douleur. « C'est toi qui nous as mis dans cette situation », dit-il d'une voix sèche. Elle reste impassible. « Je n'ai fait que retarder leur avancée. Tu aurais préféré qu'ils nous détruisent plus tôt ?» Le roi détourne les yeux comme on refuse un miroir trop honnête. À partir de ce jour, Nzinga comprend que sa place n'est plus dans ce palais gangrené par la méfiance. Elle sent que les murs même se referment sur elle. Elle sait que l'histoire se prépare à la pousser hors du Ndongo, non comme une défaite, mais comme une métamorphose nécessaire. Car parfois, pour sauver un peuple, il faut d'abord quitter sa maison. Et dans le tumulte silencieux de cette trahison, Nzinga perçoit déjà le début d'un autre chemin, plus rude, plus sombre, mais où elle pourra enfin se tenir debout sans demander la permission à personne. Quand un royaume tombe, ce n'est pas toujours sous les coups d'un ennemi. Parfois, il s'effondre sous le poids de ses propres peurs. Pour Nzinga, la rupture avec son frère n'a pas été un éclat soudain, mais une lente fissure devenue gouffre. Le palais, autrefois terrain de jeu de son intelligence, se transforme en piège. Les regards se durcissent, les murmures s'épaississent. Ceux qui autrefois la consultaient en secret la désignent désormais comme responsable de tout. Les échecs politiques du roi, les attaques portugaises, les divisions internes, tout devient prétexte à l'accuser. Elle comprend alors qu'on ne lui reproche pas ses erreurs, mais sa lucidité. Un matin, avant même que le soleil ne chauffe les pierres du palais, elle réalise qu'elle n'est plus protégée par son nom, ni par le souvenir de leurs parents. Le pouvoir, lorsqu'il tremble, cherche toujours un bouc émissaire. Le début de l'exil ne ressemble pas à une fuite. Il ressemble à un réveil. Nzinga quitte le palais avant l'aube, accompagnée de quelques fidèles, sans cérémonie, sans protestation. Elle ne regarde pas en arrière. Les terres du Ndongo défilent sous ses pas comme des fragments d'une vie qu'elle a déjà dépassée. Mais l'exil lui révèle autre chose, la douleur du peuple. Les villages à moitié vides, les familles à briser, les survivants cachés dans les forêts. Là où les nobles voyaient des chiffres, elle voit des visages. Là où les généraux voyaient des pertes, elle voit des vies. Peu à peu, les habitants commencent à la rejoindre. Certains par admiration, d'autres par désespoir, beaucoup par instinct. Ils sentent qu'elle ne part pas pour fuir, elle part pour se battre ailleurs, mieux, autrement. La survie en exil n'a rien d'un élan héroïque. C'est un quotidien rude, une marche lente dans des forêts denses où chaque racine devient une décision, chaque bruissement une alerte. Mais Nzinga s'adapte. Elle observe ces nouvelles terres comme elle observait autrefois les couloirs du palais. Elle lit la forêt comme un livre ouvert. Ses passages secrets, ses pièges naturels, ses sources d'eau, ses reliefs pouvant servir de fortification. Elle comprend que l'exil n'est pas une perte, c'est une transformation. Loin des intrigues, loin des nobles qui craignaient son intelligence, elle devient plus dangereuse encore. Elle forge une communauté avec ceux qui la suivent, et une armée avec ceux qui la rejoignent. Des fugitifs, des dissidents, des esclaves évadés, des chasseurs. Tous trouvent en elle une direction que le Ndongo ne donnait plus. Mais l'exil ne suffit pas, il doit devenir stratégie. Nzinga décide alors de s'allier à des peuples que le Ndongo avait négligés, méprisés ou combattus. Elle sait que les Portugais prospèrent grâce aux divisions africaines. Elle choisit de faire l'inverse, unir ce qui a été brisé. C'est ainsi qu'elle se rapproche du royaume de Matamba, un territoire puissant, structuré, mais fragilisé par les guerres et les ambitions locales. Beaucoup pensent qu'elle vient pour demander refuge. Ils se trompent, elle vient pour bâtir, pour négocier, pour s'imposer. Son intelligence et sa vision séduisent certains chefs, irritent d'autres, mais tous reconnaissent sa force. Peu à peu, elle gagne leur respect. Et quand une opportunité politique se présente, une succession contestée, un chef affaibli, une division interne, Nzinga en saisit chaque détail. Elle prend Matamba non par la force brute, mais par le feu froid de la stratégie. Ce territoire devient son nouveau centre, non une cachette, mais une base. L'exil cesse alors d'être une chute, il devient une renaissance. Matamba offre à Nzinga ce que le Ndongo lui refusait, la liberté d'agir selon sa vision. Elle réorganise les structures internes, rétablit des voies commerciales, offre protection aux esclaves fugitifs, affaiblissant ainsi l'économie portugaise. Elle transforme un royaume fragmenté en une puissance solide. Et surtout, elle redonne aux hommes et aux femmes qui la suivent une fierté qui n'existait plus. Le peuple commence à parler d'elle comme d'une reine, bien avant qu'elle ne porte officiellement le titre. Non parce qu'elle règne, mais parce qu'elle incarne déjà ce que signifie gouverner, voir loin, tenir debout et refuser la résignation. Dans la solitude de certaines nuits, Nzinga repense parfois au palais qu'elle a quitté. Elle n'y trouve ni regret, ni nostalgie. Seulement une certitude, si elle était restée, elle aurait été étouffée. L'exil l'a arrachée à un trône fragile pour la mener vers un destin plus vaste. Car
car les grandes souveraines ne naissent pas toujours dans les palais. Certaines naissent dans la forêt, sous les arbres qui ont vu plus de guerres que les hommes, au milieu des exilés qu'elles élèvent en guerriers. Et dans ce chemin rude mais nécessaire, Nzinga comprend que ce qui commence ici n'est pas sa chute, c'est sa montée. Matamba n'était pas, à l'origine, un royaume destiné à accueillir une souveraine en exil. C'était une terre complexe, secouée par des luttes d'influence, fatiguée par les rivalités internes et les pressions extérieures. Un royaume fier, mais fragmenté. Beaucoup pensaient que Nzinga viendrait y chercher refuge, un simple toit pour se cacher des Portugais et de son propre frère. Ils n'avaient rien compris. Nzinga ne cherche jamais un abri, elle cherche un terrain. Et Matamba, malgré ses fissures, était un terrain fertile pour une femme qui savait lire les faiblesses comme d'autres lisent les étoiles. Dès son arrivée, elle observe. Elle écoute les chefs locaux, décortique leurs ambitions, leurs peurs, leurs alliances bancales. Elle repère les failles. Un commandant trop sûr de lui, un clan marginalisé mais puissant dans l'ombre, une élite divisée entre tradition et survie. Ce que d'autres appellent désordre, elle y voit une porte d'entrée. La conquête de Matamba ne se fait pas en un jour, ni par le choc des armes. Elle se fait par l'intelligence froide. Nzinga commence par gagner les cœurs des marginaux, les guerriers déçus, les clans oubliés, les captifs affranchis, les femmes qu'on ne consulte jamais mais qui entendent tout. Elle leur offre ce qu'on leur a refusé, une voix, un rôle, une place dans la stratégie. Elle réorganise les troupes, instaure une discipline nouvelle, fait de la forêt une alliée plutôt qu'une menace. En peu de temps, elle transforme ses partisans en une force cohérente. Puis elle se rapproche des chefs principaux, sans arrogance mais sans courber l'échine. Elle parle avec une clarté qui déstabilise. Elle lit les jeux de pouvoir comme on lit un texte familier. Elle déjoue les complots, neutralise les ambitions mal placées et avance toujours un pas devant ceux qui tentent de l'arrêter. Le moment décisif arrive lorsqu'une crise interne secoue Matamba. Une succession contestée, un chef affaibli, des factions qui s'entre-déchirent. Là où d'autres voient le chaos, Nzinga voit l'occasion. Elle rassemble ses soutiens, négocie avec précision, avance ses troupes au bon endroit, au bon moment, sans violence excessive mais avec une détermination qui impose le respect. Et lorsque les lignes enfin s'alignent, lorsqu'il devient évident que Matamba a besoin d'une dirigeante capable de tenir tête à un empire, elle se présente non comme une conquérante étrangère, mais comme la seule capable de garantir l'avenir du royaume. Elle ne force pas la couronne, elle la fait venir à elle. Ceux qui hésitaient s'inclinent, ceux qui complotaient se taisent, ceux qui espéraient un miracle le voient en elle. Ainsi, Nzinga devient reine de Matamba, non par héritage ou par chance, mais par lucidité, stratégie et audace. Une fois au pouvoir, elle ne se repose pas une seconde. Elle comprend que Matamba doit devenir plus qu'un refuge. Il doit devenir une forteresse, un rempart, une puissance. Elle restructure l'administration, redéfinit les rôles militaires, redistribue les terres pour stabiliser les alliances internes. Elle transforme la capitale en un centre nerveux d'activités politiques et militaires. Et surtout, elle fait un geste que personne n'avait osé avant elle. Elle ouvre largement ses portes aux esclaves fugiteurs. Chaque homme ou femme qui échappe aux Portugais trouve refuge à Matamba. Ce n'est pas seulement un acte de compassion, c'est un acte stratégique. Elle affaiblit la traite, prive l'ennemi de main-d'œuvre et renforce ses propres rangs avec des individus déterminés à se battre pour leur liberté. Peu à peu, Matamba change. Ce n'est plus le royaume fragmenté qu'elle avait trouvé. C'est une puissance nouvelle, un bastion de résistance, un foyer d'espoir pour des milliers de vies déracinées. Nzinga règne non comme une souveraine traditionnelle, mais comme un esprit en guerre. Elle ne gouverne pas par la peur. Elle gouverne par l'exemple, par la vision, par la certitude tranquille de celles et ceux qui savent que leur mission dépasse leur propre personne. Les Portugais, eux, comprennent trop tard la menace qu'elle représente. En voulant la chasser d'une Ndongo, ils ont créé une reine capable de les défier à une échelle bien plus vaste. Et dans ce royaume reconstruit pierre par pierre, voie après voie, Nzinga trouve ce qu'elle n'avait jamais eu au Ndongo. Un peuple qui la suit non par obligation, mais par conviction. Une armée qui se lève non pour un roi, mais pour une idée. Une terre où son intelligence n'est plus un danger, mais un socle. Matamba ne devient pas seulement son refuge, il devient son royaume, son arme, son héritage. Le lieu où l'exil se transforme en légende. Le lieu où Nzinga, enfin, cesse d'être une princesse indésirable, pour devenir la reine que l'histoire appellera par son vrai nom. Lorsque Nzinga s'installe définitivement à Matamba, les Portugais pensent encore qu'ils ont gagné. Ils se disent qu'ils ont chassé une nuisance politique, une princesse trop brillante, une figure gênante. Ils pensent qu'elle se dissipera dans l'ombre des forêts, sans trône, sans ressources, sans poids. Ils ne comprennent pas encore qu'ils viennent de créer leur pire adversaire. Car Matamba n'est pas un exil, c'est un laboratoire de résistance. Nzinga observe l'ennemi comme un chasseur observe une bête dangereuse. Elle étudie leurs tactiques, leur manière d'avancer, leurs accords hypocrites avec certaines tribus locales. Elle comprend que les Portugais ne comptent pas seulement sur la force, ils comptent surtout sur les fractures internes africaines. Alors, elle décide de devenir l'antidote à leur poison. La première étape de sa stratégie consiste à transformer Matamba en un territoire imprenable. Les forêts deviennent ses murs, les rivières ses pièges, les sentiers ses réseaux secrets. Elle restructure ses armées, forme des tireurs d'élite, élabore des embuscades sur des terrains que seuls ses hommes connaissent parfaitement. Les Portugais, habitués aux batailles frontales, se retrouvent face à une guerre qu'ils ne comprennent pas. Chaque fois qu'ils avancent, ils se perdent dans la densité de la forêt. Chaque fois qu'ils croient avoir surpris Nzinga, c'est elle qui les attend, silencieuse, patiente, puis fulgurante. Elle frappe vite, disparaît, réapparaît ailleurs, déjouant leurs cartes, leurs espions, leurs habitudes. Les colons commencent à murmurer son nom avec inquiétude. La femme impossible, la reine qui n'a peur de rien.
la lionne de la forêt. Mais Nzinga ne se contente pas des armes. Elle sait que la guerre se gagne aussi par les alliances. Alors elle tisse un réseau de partenaires que les Portugais n'avaient pas anticipé. Elle rallie certains chefs jadis hostiles au Ndongo, négocie avec les royaumes voisins, établit des pactes avec des tribus autrefois considérées comme marginales. Elle offre refuge et dignité aux esclaves évadés, renforçant son armée et affaiblissant l'économie portugaise. Elle transforme Matamba en un aimant pour ceux qui veulent être libres. Chaque esclave qui s'échappe représente une victoire. Chaque captif qui rejoint ses rangs devient un symbole. Nzinga ne libère pas seulement des corps, elle libère des volontés. Les Portugais tentent alors une autre approche, la diplomatie. Ils l'invitent à des discussions, espérant la piéger, l'user ou la faire plier sous des promesses creuses. Elle accepte parfois, refuse souvent, mais ne cède jamais. Lorsque les négociations ont lieu, elle parle comme une reine consciente de sa force. Elle déjoue leurs propositions, retourne leurs arguments, expose leurs contradictions. Les gouverneurs successifs se heurtent à un mur qu'ils n'avaient jamais rencontré en Afrique. Une femme capable de lire leurs intentions avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ils alternent alors entre flatterie, menaces, silence. Rien ne fonctionne. Les années passent. Nzinga vieillit, mais son esprit reste aiguisé. Le temps n'émousse pas sa volonté, il la rend plus précise. Elle comprend que l'empire portugais n'est pas une vague qui s'écrase une fois, c'est une marée qui avance, recule, puis avance à nouveau. Elle adapte donc sa stratégie, renforçant Matamba, consolidant ses alliances, formant de nouvelles générations de guerriers capables de lire le terrain comme elle lit les hommes. La reine ne mène pas seulement des batailles, elle transmet un art de vivre, un art de résister. Pour les Portugais, Nzinga devient une obsession. Ils tentent des offensives massives, échouent, reviennent avec plus d'hommes, se heurtent encore à ses pièges. Ils croyant la coincer, elle disparaît. Ils la pensent affaiblie, elle contre-attaque. Ils disent qu'elle est vaincue, elle ressurgit. Son nom circule dans les forts, dans les ports, jusque dans les comptoirs portugais d'outre-mer. Une femme africaine qui met à mal une puissance européenne. Ils n'avaient pas prévu cette possibilité. Ils n'avaient pas prévu Nzinga. Et au cœur de ces années de lutte, Nzinga devient plus qu'une reine. Elle devient un symbole. Non seulement pour son peuple, mais pour tous ceux qui refusent la domination. Sa guerre n'est pas une suite de combats, mais une déclaration. Une affirmation que la dignité n'est pas un mot, mais une posture. Une certitude que chaque vie sauvée, chaque village protégé, chaque bataille gagnée repousse un peu plus les ténèbres que les Portugais cherchent à étendre. Dans la forêt de Matamba, le feu brûle chaque nuit. Nzinga, assise devant les flammes, sait une chose. Elle n'est pas seulement en train de tenir tête à un empire. Elle est en train d'écrire une page de l'histoire que même les vainqueurs ne pourront effacer. Les années passent, et avec elles, les guerres qui ont façonné le destin de Nzinga. Son corps porte les marques du combat, mais son regard n'a rien perdu de sa clarté. Là où certains vieillissent en devenant prudents, elle vieillit en devenant plus incisive encore. Elle sait que les batailles ne se gagnent plus seulement dans la forêt ou sur les sentiers secrets de Matamba. Elle se joue désormais dans la patience, dans la lecture fine des changements du monde, dans l'art d'amener un empire entier à reconnaître ce qu'il aurait préféré ignorer. Les Portugais, épuisés par des années de résistance qu'ils n'avaient jamais anticipées, commencent à montrer des signes de lassitude. Le commerce se dérègle, les alliances locales se fissurent, les gouverneurs se succèdent sans jamais réussir à briser l'arène de Matamba. Ce n'est plus seulement une guerre, c'est un rapport de force, une lutte d'endurance que Nzinga domine sans jamais plier. Avec l'âge, elle observe les colons d'un œil nouveau. Elle ne voit plus seulement leur brutalité ou leur avidité, elle perçoit aussi leurs faiblesses internes, leurs querelles politiques, leurs erreurs stratégiques, leurs hésitations. Un empire, même puissant, peut vaciller quand il perd sa cohérence. Et Nzinga sait exploiter les fissures avec une subtilité qui échappe à ceux qui la sous-estiment. Elle décide alors de reprendre la voie diplomatique, non par naïveté, mais par stratégie. Elle veut une paix qui ne soit ni une reddition ni un piège, une paix qui garantisse la survie de son peuple bien après elle. Elle entame des négociations avec la même fermeté que dans sa jeunesse, mais avec une sagesse nouvelle. Elle connaît désormais les limites de la guerre et les possibilités de l'esprit. Les Portugais arrivent à la table des discussions avec moins d'arrogance qu'autrefois. Ils savent qui est assise en face d'eux. Ils savent qu'elle n'a jamais parlé à la légère, qu'elle n'a jamais accepté l'inacceptable, qu'elle ne cédera pas un fragment de ce qu'elle a reconstruit, pierre après pierre. Nzinga ne cherche pas la gloire. Elle cherche à offrir à Matamba un avenir respirable, une stabilité qui permettra à de nouvelles générations de se tenir debout, sans être traquées comme des bêtes. Les débats sont longs, rudes, parfois tendus, mais elle ne flanche pas. Elle lit les intentions derrière les mots, les hésitations derrière les silences, les mensonges derrière les sourires. Le gouverneur lui-même finit par comprendre qu'il ne pourra pas la contourner. Il devra reconnaître sa souveraineté. Peu à peu, les accords se dessinent. Matamba obtient la reconnaissance de ses frontières. Les raids diminuent, les échanges se normalisent. La traite s'affaiblit dans certaines zones grâce à sa politique d'accueil des fugitifs. Ce n'est pas un triomphe tonitruant, c'est une victoire solide, patiente, obtenue dans la ténacité plutôt que dans l'éclat. Nzinga sait que la paix est fragile, mais elle sait aussi que c'est un outil puissant lorsqu'elle est maîtrisée. Elle n'a pas adouci sa détermination avec l'âge, elle l'a simplement rendue plus fine. Dans les dernières années de sa vie, elle n'est plus seulement une reine de guerre. Elle devient une mère pour son peuple, une conseillère respectée, une figure dont la présence seule rappelle la dignité retrouvée. Les jeunes guerriers viennent écouter ses enseignements. Les femmes cherchent ses conseils. Les chefs de clan consultent sa vision. Elle parle avec la lenteur de celles qui ont trop vu, mais avec la précision de celles qui n'ont jamais cessé de penser. Elle transmet non seulement des stratégies, mais une manière d'être, tenir debout, toujours, même quand tout semble vouloir vous mettre à genoux. Le temps continue son travail, et Nzinga sent que son corps, lui, commence à céder. Mais son esprit demeure intact. Elle voit son royaume debout, solide, respecté. Elle voit une génération entière façonnée par son courage.
Quand vient le dernier chapitre de la vie de Nzinga, le royaume tout entier semble retenir son souffle. Ce n'est pas une reine ordinaire qui vieillit, c'est une époque qui s'apprête à passer le relais. Dans ces derniers jours, elle ne cherche ni la gloire, ni les adieux. Elle observe son peuple comme elle a toujours observé le monde, avec une lucidité qui traverse les apparences. Elle voit des guerriers formés à sa discipline, des familles reconstruites après les razzias, des jeunes générations qui n'ont jamais connu l'esclavage, parce qu'elle a tenu les Portugais en échec assez longtemps pour leur offrir une enfance libre. Elle voit un royaume debout, fier, respecté. Un royaume que rien ne destinait à survivre, sinon sa volonté. Les nuits où la fatigue l'alourdit, elle repense à l'enfant qu'elle était, assise sur les marches du palais de Ndongo, scrutant les soldats, sans que personne ne devine ce qu'elle deviendrait. Elle revoit l'adolescente qui dérangeait les courtisans, la diplomate qui avait tenu tête à des hommes se pensant supérieurs, la reine en exil qui avait transformé la forêt en forteresse, et la souveraine qui avait affronté un empire sans jamais courber l'échine. Elle comprend alors que son destin n'a jamais été une suite de hasards. Il a été une ligne droite tracée par la nécessité, lorsque la nouvelle de sa maladie se répand. Les clans, les familles, les guerriers se relaient pour veiller aux abords de sa résidence. Certains viennent prier, d'autres se taisent, d'autres encore racontent ses exploits pour que les plus jeunes n'oublient pas. Mais Nzinga ne veut pas qu'on l'entoure de lamentation. Elle préfère transmettre. Elle appelle les chefs de Matamba, les anciens du Ndongo qui ont survécu, les guerriers qu'elle a formés, les femmes qui ont combattu à ses côtés, et leur répète encore une fois ce qu'elle a toujours su. La liberté ne se garde pas en baissant la tête, mais en tenant la parole. Elle leur enseigne qu'un royaume ne se protège pas seulement avec des lances, mais avec des lois, une vision, une cohérence. Elle leur rappelle que la dignité d'un peuple est une construction quotidienne, fragile, précieuse, et qu'il ne faut jamais lui tourner le dos. Les Portugais eux-mêmes apprennent avec inquiétude que la reine vieillit. Ils savent qu'ils n'ont jamais réussi à la vaincre, et que son seul nom suffisait à tenir leurs ambitions à distance. Pour eux, sa mort est une opportunité. Pour son peuple, c'est un séisme. Mais Nzinga ne quitte pas ce monde en laissant un vide. Elle laisse une architecture, un ordre pensé, une confiance bâtie, année après année. Elle a formé des successeurs, transmis sa vision, renforcé des alliances, structuré une administration capable de tenir debout sans elle. Le royaume qu'elle laisse n'a plus rien du refuge improvisé qu'elle avait découvert en arrivant. C'est une puissance en soi, née de sa ténacité. Le jour où Nzinga s'éteint, ce n'est pas un silence pesant qui tombe sur Matamba, mais un souffle profond, comme si toute la forêt avait retenu sa respiration. Il n'y a ni cri, ni effondrement, juste une dignité grave, à l'image de la reine qu'ils ont connue. Les femmes chantent de longues heures pour accompagner son départ. Les guerriers se tiennent immobiles, les yeux levés vers le ciel. Les anciens murmurent. La terre ne perd jamais vraiment ceux qui ont su la défendre. Dans les jours qui suivent, on raconte qu'une torche a été remise à chaque clan pour symboliser la lumière qu'elle laisse derrière elle. Ce n'est pas un rituel ancien, c'est un rituel né d'elle. Car Nzinga n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a transformé la manière même dont un peuple se voit. Son héritage dépasse Matamba, il dépasse le Ndongo, son nom circule sur les routes commerciales, voyage jusqu'au royaume lointain, traverse les frontières que les colonisateurs ont voulu imposer. On parle d'elle comme de la femme qui a tenu tête à un empire, comme de la souveraine qui a refusé la fatalité, comme de la voix qui a rappelé à l'Afrique que la liberté est une orientation, pas un état. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas seulement une victoire militaire, mais une leçon profonde. On peut perdre un territoire, perdre une bataille, perdre une génération. Mais si on ne perd pas la dignité, alors rien n'est jamais vraiment perdu. À la fin, Nzinga ne devient pas un souvenir figé. Elle devient une direction, un repère, une preuve que l'impossible n'est qu'un mot utilisé par ceux qui renoncent trop vite. Nzinga s'est éteinte, mais son refus de plier continue de marcher avec nous. Les peuples vivent tant que leurs héros ne disparaissent pas de nos voix. Abonne-toi, active la cloche et reviens t'asseoir avec nous sous le baobab.